Bonjour, donc je m'appelle Dominique Gauthier. Donc je suis fille et petite-fille d'éleveurs de porcs. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément, puisque mes grands-parents sont arrivés ici sur la ferme de Kermérien dans les années 30, avec une petite ferme traditionnelle bretonne. Et puis ensuite, ils ont vécu leur carrière sur cette petite ferme. Et puis dans les années 60, ce sont mes parents qui sont arrivés et qui, eux, ont vraiment développé la production porcine sur le site de Kermérien. Et puis moi, je suis arrivée dans les années 90, donc la troisième génération, avec mon mari et mon cousin. Donc on a travaillé ensemble pendant 30 ans. Et aujourd'hui, mon cousin est parti en retraite. Et donc je suis toujours en association avec mon mari. Et on a, sur la ferme, on est 9 personnes à travailler au total, avec quelques temps partiels, donc ça fait 7 personnes et demie à temps plein. Donc sur l'élevage, dès les années 90, il y avait déjà 600 truies. Donc nous avons gardé le même cheptel de truies. Nous avons également 230 hectares de terre qui nous permettent de cultiver les céréales qui nourrissent en partie les animaux de l'élevage. On fait essentiellement du blé et du maïs. Donc nous avons une fabrication d'aliments à la ferme. Au niveau de la conduite de l'élevage, nous travaillons en 7 bandes, sevrage 28 jours. Côté génétique, on est en truie d'Annebred, donc la génétique danoise, sur lesquelles on met le Véra du Roc. Alors nous, sur l'exploitation, on est un élevage de 250 truies naisseurs-engraisseurs avec 220 hectares. Je suis installée avec mon mari Sébastien, on a repris l'exploitation en 2010, qui est une exploitation familiale en fait. Moi j'ai repris l'exploitation à mes parents, qui étaient avant mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc. Donc on est la 5e génération aujourd'hui sur la commune de Trédia. Donc l'exploitation elle a évolué petit à petit. Quand j'ai repris l'élevage, on faisait 3500 porcs. Et puis on avait à peu près une centaine d'hectares. Et à chaque fois qu'on a pu récupérer un peu de surface, on a eu le droit d'augmenter la production. Donc on a plutôt monté l'exploitation en fonction du plan d'épandage et des terres qu'on avait. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive sur un outil qui est plutôt rationalisé à 250 truies, 200 hectares. Ce qui fait qu'on produit quasiment 65% des céréales dont on a besoin. Donc l'exploitation elle est composée de 2 associés et de 3 salariés aujourd'hui, enfin c'est plutôt 2. Mais comme on a une phase de travaux qui vient, on a une personne de plus. C'est évident qu'on doit prêter attention à nos animaux si on veut que ça fonctionne bien. S'il y a de la maltraitance animale, ça ne peut pas marcher, quoi. Et après, nous, on est des éleveurs, dans l'âme, on est des éleveurs, donc on est éleveurs parce qu'on a une appétence pour les animaux. Donc naturellement, voilà, ça se fait assez naturellement de bien considérer nos animaux, mais c'est évident qu'il faut comprendre le comportement de l'animal pour pouvoir bien travailler avec lui. Et on s'en rend compte d'autant plus avec nos nouvelles génétiques, là je trouve, où on a quand même des truies qui ont beaucoup de caractère. Et on voit bien qu'elles comprennent beaucoup de choses. Et donc, si on ne fait pas attention, si on ne fait pas attention à elles, elles ont du caractère et elles nous le font savoir, quoi. Donc, il faut qu'il y ait une compréhension entre l'éleveur et l'animal. Nous, on travaille avec une race qui est le Duroc. Donc, c'est des animaux un peu speed. Quand on rentre dans une case d'engraissement où il va y avoir une douzaine d'animaux, inévitablement, il faut qu'en fait on reste quelques secondes immobilisés avant de pouvoir bouger. Et moi, je m'aperçois que quelquefois il y a des dominants, puisque le cochon est un animal grégaire, donc il vit en hiérarchie. Il y a des dominants et des dominés. Et sur un groupe de 10 ou 12, il y a forcément 1 ou 2 dominants et les autres qui sont des dominés. Et le rôle du dominant, quand quelqu'un rentre dans la case, c'est de s'assurer que la personne qui rentre n'est pas là pour des actes de malveillance. C'est son rôle. Donc lui, il répond à un instinct. Donc nous, quand on rentre, notre rôle en tant qu'humain, c'est d'être le dominant, parce qu'on n'est pas là pour se faire croquer, mais également pour leur montrer qu'on est là dans une forme de bienveillance. Et une fois que cette hiérarchie elle est installée, les choses se passent plutôt bien.
En engraissement, un tri de charcutier, si on le démarre mal, ça se passe mal. Il faut être très calme, il faut vraiment observer comment les animaux se comportent dans la case avant de rentrer dedans. Il faut y prêter de l'attention. Et là, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Quand on doit intervenir, par exemple, faire une vaccination sur une truie, quand moi je sais que j'arrive, je lui parle, je la caresse, elle me regarde. Alors déjà à son regard, je sais tout de suite si ça va bien se passer ou pas. L'animal, quand il est en souffrance, il a un visage différent, il a un masque en fait. Il va avoir les traits tirés, les yeux ne sont plus les mêmes. Et voilà. Et donc il va aussi avoir des postures allongé ou couché, où on va voir qu'il n'est pas bien et qu'il est en souffrance. Donc le coup d'œil, moi je dirais ça comme ça, le coup d'œil quand on rentre dans le bâtiment et qu'on a des animaux nombreux dans un bâtiment est vraiment important. Donc on ne va pas avoir le même coup d'œil quand on regarde une case où il y a 10 animaux que quand il y a un bâtiment où il y en a 160. Voilà. Ça nécessite en fait une autre sensibilité en fait par rapport au comportement de son animal. Voilà. Alors bien sûr, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est les critères techniques. Si la quantité d'eau à une journée n'a pas été bue, si l'alimentation n'a pas été mangée, etc., bien sûr, ça peut montrer... un animal, il va, de toute façon, quand il est bien, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se nourrit et qu'il s'abreuve. Et il dort. Et le cochon, ça dort beaucoup. Donc si vos animaux sont énervés, se battent entre eux, montrent en fait des états en fait, comme ça de nervosité, bon, là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas bien? Alors, en ce qui concerne le logement des animaux, c'est vrai que la cage de contention, elle est là parce qu'on a eu besoin d'elle. On a eu besoin d'elle, comme moi, mes parents, quand ils ont démarré leur activité, il n'y avait pas de cage de contention. Et quand il y avait des mises bas, ce qui se passait, c'est que les truies étaient relativement nerveuses, elles écrasaient leurs porcelets ou les croquaient même. Et donc, la génération de mes parents ont inventé cette fameuse cage de contention avec laquelle on a travaillé, nous, pendant notre carrière. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les nouvelles, le travail qui a été fait en génétique, notamment sur les qualités maternelles de la truie et puis le calme de la truie en maternité, on peut imaginer de remettre nos truies en liberté. Et donc ici à Camarien, on fait depuis quelque temps des essais de mise bas sans contention, en totale liberté. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Et les premiers résultats sont plutôt positifs et encourageants. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à tester un peu plus. Actuellement, on a 2 truies par bande qui mettent bas en liberté. Et là, on a le projet d'aménager une salle complète. Et pour voir si à plus grande échelle, c'est envisageable. Mais c'est vrai que c'est très séduisant de voir ces animaux en liberté et de pouvoir se mouvoir comme elle a envie et on sent une meilleure dynamique aussi des animaux. En revanche, le point où il faut faire attention, c'est l'éleveur, quand il rentre dans la case, il n'y a plus de protection. Donc là, le bien-être de l'éleveur, c'est là qu'on a un petit point d'interrogation. Et puis, pareil, l'écrasement des porcelets, c'est pas trop mal, mais voilà, il faut quand même qu'on travaille le sujet, il ne faut pas qu'on parte bille en tête là-dessus, mais il y a quand même, on a espoir que ça fonctionne. Alors nous sur l'élevage, quand on a repris en 2010, c'était un élevage conventionnel, avec des cages traditionnelles, et avec la mise aux normes des truies en gestion de bien-être, on avait à cœur un peu de faire évoluer les choses. Moi pourtant fille d'agriculteur et petite fille d'agriculteur, et d'avoir entendu ma grand-mère m'expliquer toute la pénibilité qu'elle avait avec des truies en liberté, qu'elles avaient été très contentes de voir arriver les cages qu'ils appelaient les accoucheuses dans le temps. Moi je me sentais pas forcément très à l'aise avec tous ces réfectoires, avec ces animaux bloqués partout. Donc une des attentions que j'avais également quand j'entrais dans le bâtiment, c'est quelque part à aspirer à un modèle un peu plus vertueux,
pour les éleveurs, voilà. Et enfin pour les éleveurs, pour les animaux. Je pense qu'il y a moyen de faire évoluer les choses. Aujourd'hui, on a tout un tas de critères techniques, zootechniques qui nous permettent de faire évoluer les choses. Et chaque génération apporte sa pierre en fait. C'est vrai que du temps de ma grand-mère, on avait plutôt des difficultés à des trucs qui mettaient mal bas, avec des choix génétiques qui n'étaient pas forcément aboutis, des systèmes d'alimentation, en tout cas des qualités alimentaires qui n'étaient pas non plus très bien recherchées. Aujourd'hui, tout ça, on l'a vraiment bien avancé. Je pense qu'on peut maintenant essayer de considérer les choses différemment en termes d'équipement d'élevage. Donc c'est pour ça que quand on a voulu faire d'autres bâtiments, on a mis un point d'honneur sur le bien-être de l'animal et notamment sa liberté et sa mouvance en fait. Voilà. On a innové 4 cages en liberté en 2013 pour voir un petit peu comment se comportait la truie en mise bas, en totale liberté, puis en cage, etc. On voit que ça fonctionne, il y a quand même des points techniques importants pour éviter que ça écrase. On n'a pas encore tout bien écrit. On sait que l'animal va par exemple plus facilement détériorer le matériel, donc il faut quand même des cages qui sont costauds. Ça a tendance à faire du bruit. Quand il y a du bruit, ça crée un inconfort aussi pour les autres animaux. Je pense qu'il y a, en fait, dans nos métiers d'éleveurs, il y a tout un tas de comportements sur l'animal dont on n'a pas la clé aujourd'hui, on n'a pas la connaissance, parce qu'en fait la façon dont on travaille ne nous permet pas d'appréhender l'animal différemment, puisque forcément, par la façon dont on l'élève et le type de bâtiment que l'on a, l'animal va se comporter en fonction de ça. Donc si on décloisonne et si on le met dans d'autres espaces, on pourrait être surpris de voir l'animal en fait se montrer à nous d'une autre façon. Dans nos projets, on a quand même le souhait de reloger nos truies, notamment les gestantes. On souhaite les loger sur paille, avec un accès avec une courette extérieure, un accès à l'extérieur. Voilà, on a vraiment ça en tête, de reloger nos truies de manière peut-être plus confortable pour elle. Mais la 4e génération s'apprête à arriver. Et notre fille aînée a vraiment à cœur justement d'avoir des logements des animaux plus confortables. Donc la paille en gestant pour elle, c'est important. En revanche, en maternité, non. Elle souhaite rester plus sur un logement, traditionnel si on veut, caillebotis, sol plat, un peu de sol plat, mais pas de paille parce que là au niveau du travail c'est quand même très chronophage. Mais une partie en sol plat et puis un peu de caillebotis. Alors après accès à un peu de paille, sûrement. Donc voilà, c'est vrai qu'on est en recherche de ce qui pourrait améliorer le confort de nos animaux, tout en respectant le travail de l'éleveur. Moi, intuitivement et intrinsèquement, je veux voir mes animaux avec davantage de capacité à se mouvoir à l'intérieur d'un espace dans lequel ils pourront faire exprimer en fait leur comportement naturel, que ce soit de fouissage, que ce soit aussi leur hiérarchie, parce que c'est des animaux qui vivent en groupe. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on arrive à faire évoluer, que techniquement ce soit possible. Parce que là aujourd'hui on a encore on nous renvoie beaucoup sur des bâtiments plutôt standards. Voilà, parce que on nous demande aussi de produire un prix au kilo sorti qui nous permet peu de créativité en fait. La marge de manœuvre est faible. On a aussi une concurrence de l'étranger qui fait rage et qui sont quand même sur des modèles plutôt conventionnels. Et en ça, moi, une des aspirations, ce serait de trouver le moyen technique pour faire évoluer le mode d'élevage avec davantage de bien-être pour l'animal, mais aussi pour l'éleveur, parce que quand on est dans nos bâtiments où on voit nos animaux qui peuvent aller et venir et qui jouent sur des surfaces plus importantes, on y prend un certain plaisir à aller surveiller ces animaux. Sur le bâtiment, il est clair, il est bien ventilé, ça c'est aussi une appréciation que l'on a quand on rentre tous les jours. Donc c'est ce levier technique qui nous manque aujourd'hui, c'est d'avoir des outils, ou en tout cas des bâtiments, qui nous permettent de sortir 1 kilo de porc produit
peut-être un peu plus cher, mais en tout cas pas tellement plus cher que ce qu'on fait aujourd'hui en porc conventionnel. Bien sûr, la considération à l'animal a évolué chez les jeunes. Et c'est pour ça qu'il faut que nos modèles d'élevage évoluent aussi. Sinon, on va risquer d'avoir une rupture avec une partie de nos consommateurs. Et je pense qu'on le voit également dans les rayons. Les produits, on voit l'image des poulets plein air qui ont très bien trouvé leur place dans les rayons. Et on y trouve aussi, nous, en tant que consommateurs, dans notre acte d'achat, une forme de bienveillance à acheter ces produits-là. On sent que pour vendre nos animaux demain, il faut quand même avoir ça en tête pour répondre à une certaine demande de la société aussi. Moi, je fais visiter l'élevage régulièrement et on sent bien que voilà, il n'y a pas de paille actuellement sur l'élevage. C'est compliqué, quoi. Le consommateur, le citoyen, il est attaché à ça, quoi. Des animaux sur caillebotis, il ne comprend pas. Et en même temps, des fois, ils nous disent « Ah bah ouais, mais ils sont propres vos cochons, quoi. Je ne pensais pas que ça aurait été comme ça. » Bah si, le caillebotis permet d'avoir une propreté des animaux. Voilà, mais il faut trouver un équilibre entre le bien-être de nos animaux, la demande sociétale, l'économique. Voilà, c'est une très grosse réflexion à avoir. Mais je pense que pour moi, les élevages, quand ils vont évoluer, là, c'est évident qu'ils vont se tourner vers plus de bien-être des animaux.